l'employé le mieux payé du monde, il s'appelait Alan Greenspan, et c'est lui qui l'a dit le 23 octobre 2008, lorsqu'il a dû auditionner par le Sénat américain et expliquer pourquoi ça ne fonctionnait pas. Eh bien, il a expliqué qu'en fait, il ne comprenait pas comment ça marchait, qu'il était là pour servir le système, et que plus personne ne comprenait comment ça marchait. En fait, j'ai appelé ça le prolétaire le mieux payé du monde. C'était le président de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est-à-dire le patron de la finance mondiale. Et ce qu'il disait, c'est « je n'y comprends rien ». C'est ça la prolétarisation. Vous servez un système, vous ne savez pas comment il fonctionne, vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le critiquer. On est arrivé à un niveau d'hyper-prolétarisation, d'extrême rationalisation, d'extrême taylorisation, qui a abouti finalement maintenant à un énorme problème, c'est que c'est tellement parcellisé les tâches, tellement formalisé qu'on n'a plus besoin des employés. On peut les remplacer de plus en plus par des algorithmes ou par des robots. À partir du moment où les robots remplacent les employés n'ont plus de salaire, donc ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Les robots produisent, mais il y a de moins en moins de gens pour acheter ce qu'ils produisent. À partir de là, il y a un effondrement macroéconomique inéluctable. La disparition de l'emploi doit être transformée en chance. Ce que nous soutenons, c'est qu'il faut faire de la redistribution sur un autre critère que l'emploi, et qu'est-ce que nous appelons le travail. Alors pour beaucoup de gens, le travail et l'emploi, c'est la même chose. Pas pour nous. Pour nous, un travail, c'est ce qui ne peut pas être automatisé. Un travailleur qui a un vrai savoir produit de la différenciation, de la diversité, ce qui permet d'augmenter la complexité, la diversification d'un système pour le rendre plus résilient. Il faut aujourd'hui produire beaucoup d'intelligence collective, parce que nous sommes en train de foncer vers de très gros problèmes. Et nous devons résoudre ces problèmes, et à partir de là, il faut se dire, la perte de l'emploi, c'est une chance, à condition de transformer une économie du travail qu'on appelle le travail contributif dans une économie contributive et basée sur un revenu contributif. Alors tout ça est rendu possible par une technologie qui s'appelle la technologie numérique. Et en effet, la technologie numérique, c'est ce que depuis Socrate on appelle un pharmacone. C'est à la fois un poison et un remède. Si on n'en a pas de politique, si on ne prescrit pas des nouvelles façons de s'en servir, si on ne donne pas aux gens la possibilité d'avoir une intelligence de ce que c'est que cette, et pas simplement une intelligence individuelle, mais une intelligence collective, alors on permet à des prédateurs, comme Uber par exemple, ou d'autres, finalement de capter toute la valeur possible, tout en détruisant les sociétés, parce que c'est ce qui se passe. Ou bien on peut au contraire dire on va s'emparer de ces technologies pour reconstruire une société, mais sur des bases tout à fait nouvelles. Mais ça, il faut s'en donner les moyens. Je vous donne un exemple sur le problème du remplacement. Bon, on parle beaucoup des smart cities aujourd'hui. Moi-même, je m'y intéresse beaucoup. Il y a deux manières de voir les smart cities. La manière ultra dominante, c'est-à-dire de dire on remplace toutes les décisions par les algorithmes. Et on automatise absolument tout, les flux d'automobiles, les transports publics, la surveillance du crime, enfin toutes ces choses-là. Ça, c'est le modèle dominant qui repose sur les big data. Et puis il y a un autre modèle tout à fait différent, dont le premier à m'avoir parlé s'appelle Jean-François Caron, c'est le maire d'une toute petite commune de 8000 habitants à Los Angeles, dans le bassin minier, et qui m'a dit, moi j'ai travaillé avec Orange pour mettre en place des capteurs, donc les capteurs c'est la base des smart cities, mais ça ne sert pas du tout à déclencher des algorithmes qui automatisent tout, ça sert à convoquer des réunions d'habitants. C'est-à-dire que ça permet de faire que les habitants, à un moment donné, soient tous informés de, par exemple, l'état de la consommation d'un quartier, etc. Et ça convoque une réunion et ça fournit des informations aux gens pour qu'ils discutent et qu'ils prennent une décision. Ça, c'est une vraie smart city. C'est une ville vraiment intelligente, où les habitants augmentent leur intelligence collective. L'économie, au sens premier, c'est prendre soin de sa maison. C'est l'économie domestique dont parlent par exemple les Grecs ou Aristote. Et économiser, ça veut d'abord dire prendre soin, au départ. Hein. Aujourd'hui, non, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une économie ultra spéculative qui veut dire à peu près le contraire. Mais nous disons qu'il faut reconstruire une économie qui repose sur des savoirs, et les savoirs, ce sont des façons de prendre soin, à travers ce que l'on sait, des objets de ce savoir. Voilà. Donc oui, c'est une manière de redévelopper du soin collectivement à l'échelle de tout un territoire et de réorganiser la société sur cette base pour redévelopper aussi ce que Émile Durkheim appelait de la solidarité organique, c'est-à-dire le fait de partager des savoirs, de travailler ensemble et de reconstituer des sociétés très liées, très fortement liées. Aujourd'hui, la société est totalement atomisée, c'est plus vraiment une société. C'est ce qu'un économiste qui s'appelle Jacques Généreux appelait une dissociété. La dissociété, c'est très dangereux.